Salut les égarés, le confinement est productif, déjà la 4e vidéo en 4 semaines. Aujourd'hui on va encore commencer une série de nouvelles vidéos. Celle-là, elle sera plus portée sur la chose, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, on va rester correct quand même. Nous allons donc nous attarder sur les caractères sexuels secondaires dans le règne animal, leur apparition, leurs fonctions, leurs exaltations, même parfois. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur ce qui semble être la première d'une série de caractères de ce genre au sein des synapsides, et plus précisément chez les Eupellicosauria. Bon, définissons un peu ces termes. Les synapsides sont un groupe de tétrapodes qui inclut les mammifères et tous les représentants plus proches de ces derniers que des autres membres du clade des amniotes, comme les sauropsides, avec lequel ils partagent un ancêtre commun. Ils sont caractérisés par le fait que leur crâne possède une seule fosse temporale. Les eupellicosaures forment un des deux clades constituant celui des synapsides et regroupant la majorité de ces derniers, dont les mammifères. Son groupe frère est le clade éteint des caséasauriens. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'élongation des épines neurales des vertèbres dorsales chez certains membres des eupellicosaures. Nous avons la preuve qu'Echinerpeton intermedium, un Ophiacodontidé, l'un des tout premiers synapsides apparus à la fin du Carbonifère et cousin d'Archéopteryx, avait des vertèbres possédant ce caractère. Ce petit animal vivait dans un environnement dominé par de grandes forêts tropicales. Dans Antiquity of Cell-backed Neural Spine Hyperelongation in Mammal Foreigners, Mann et Rice abordent la description d'un nouveau spécimen d'Echinerpeton découvert en Nouvelle-Écosse, au Canada. Un individu semble-t-il plus mature que ceux retrouvés jusqu'à présent, montrant assurément une certaine élongation des épines neurales des vertèbres dorsales, chose jusqu'à maintenant visible dans une moindre mesure chez les autres Echinerpetons connus du registre fossile. Bien que la dite voile ne soit pas aussi impressionnante que celle de ses cousins plus dérivés, cette découverte montre qu'à l'origine des synapsides du Carbonifère, la voile dorsale était déjà partie intégrante d'un des deux plus anciens genres de synapsides connus jusqu'à présent, ce qui permet d'aborder l'importance ou l'utilité de ce caractère au sein des premiers Eupellicosauria. La voilure serait donc étroitement liée à la radiation initiale des synapsides au Carbonifère supérieur. Oui, parce qu'au regard de nos connaissances, Mann et Rice font la remarque que cet appendice particulier apparaît ensuite 3 fois de manière convergente chez les Ophiacodontidés, les Edaphosauridés et les Sphénacodontidés durant le Permien. Ces voiles sont vues généralement comme dépassant largement de la surface dorsale, comprenant muscles et tissus adipeux, alors que cette dernière ne serait recouverte que d'un mince épithélium et d'une sangle tégumentaire faite de collagène. De telles structures se retrouvent dans le monde animal actuel chez des lézards, comme l'Hydrosaurus, le Triocéros ou le Basiliscus. Chez les mammifères comme le bison, l'on va retrouver aussi ce genre d'élongation, mais qui vont, elles, abriter des muscles donnant l'aspect de bosses chez ces animaux. Oui, les épines neurales allongées, c'est une grande histoire dans l'évolution du règne animal. On relève que l'hyperallongement neural de la colonne vertébrale, ou NSH, est aussi largement représenté dans le registre fossile, révélant une certaine importance dans l'histoire des tétrapodes. On va en retrouver des traces chez les archosaures notamment, comme chez les dinosaures Spinosaurus ou Uranosaurus, ou encore chez des groupes tels que les Poposauridés avec Arizonasaurus. Mais l'évolution des épines neurales en un allongement extrême a d'abord été très remarquable chez les prémammaliens du Permien, tels que Dimetrodon et Edaphosaurus, deux pellicosauriens qui vivaient, semble-t-il, dans des milieux deltaïques humides fortement végétalisés. Selon l'étude, chez les pellicosaures notamment, on remarque qu'à la base des épines neurales, on retrouve de nombreuses fibres de Sharpei, servant de site d'attachement musculaire épaxial, alors que plus distalement, on va retrouver des rainures vasculaires.
Cela permet donc de se faire une image d'une voilure fine s'élevant largement au-dessus du dos de ces animaux. Mais alors, quelle fonction me direz-vous? Pourquoi développer un tel artefact? Il a été question dans plusieurs études, dont celle de Manning Rice le 3 avril dernier, mais aussi dans une de 2011 dans Positive Elementary of the Presbytery of Sexual Selection de Tompkins et al., par exemple, d'attribuer des fonctions de thermorégulation, de reconnaissance sociale ou d'attributs sexuels secondaires chez les animaux possédant cette voile. Ce qui ressort notamment, c'est qu'effectivement, si une telle attribution a été perpétuée chez les synapsides depuis leur divergence, c'est que cela leur inférait un certain avantage et que sans doute par sélection sexuelle, la voile a été gardée et est apparue de façon convergente à plusieurs reprises et perpétrée parce qu'elle devait marquer un certain intérêt lors des parades nuptiales. Ainsi, parce que les individus possédant cette excroissance ont été privilégiés lors de la reproduction, leur descendance a pu garder ce caractère qui est devenu la marque, sans doute, de la bonne santé et la bonne reproductivité des individus. On parle alors de valeur sélective, ce qui décrit la capacité d'un individu d'un certain génotype à se reproduire. On calcule cette valeur pour un individu donné, notamment en déterminant le nombre de descendants qui atteignent la maturité sexuelle. Cette voile pouvait donc, par sa vascularisation, pourquoi pas présenter une colorisation plus vive en période de chaleur et ainsi impressionner les adversaires lors de joutes, garantir aux femelles la vigueur de leurs futurs partenaires. Comme d'autres caractères, si la voile pourrait être le premier caractère sexuel secondaire reconnaissable chez les premiers synapsides, il pourrait tout à fait être admis que celle-ci ait pu également finir par avoir d'autres fonctions. Au regard de la construction de celle-ci et de sa vascularisation, la thermorégulation n'est pas à exclure. Ainsi, par effet d'inertie thermique, la chaleur emmagasinée lors des chaudes journées du Permien, par exemple pour dimétrodon, est capturée dans les vaisseaux sanguins qui traversent la voile, pouvait se retrouver enfermée dans le corps de l'animal alors que la nuit arrivant, les vaisseaux se rétractant, les échanges thermiques par la voile se retrouvaient largement diminués. Alors, le corps gardait une partie de la chaleur accumulée tandis que la température extérieure était plus fraîche. C'est un système qui est donc avantageux lorsque l'on habite une région aride. On retrouve un système similaire au regard de la surface des oreilles présente chez certaines espèces actuelles vivant dans les déserts par exemple, lièvres ou fennecs. Donc, au lever du jour, notre dimétrodon pouvait se réchauffer rapidement et pouvait également sans doute perdre l'excédent de chaleur interne en se réfugiant à l'ombre. Ce serait donc là un exemple d'exaptation, c'est-à-dire une adaptation sélective opportuniste privilégiant des caractères qui sont utiles à une nouvelle fonction pour laquelle ils n'avaient pas été initialement sélectionnés. Vous voyez? Vous voulez un autre exemple? Le voilà. Alors en plus du caractère sexuel secondaire et de la thermorégulation, pourquoi ne pas imaginer en plus que la voile chez Dimétrodon et pourquoi pas chez les autres synapsides fossiles en possédant une, pourrait être un signe de reconnaissance sociale. Ainsi, cet appendice serait un marqueur d'appartenance à un certain groupe social. Les formes ou possibles coloris de la voile changeant plus ou moins légèrement selon la provenance territoriale, le groupe ou la famille d'origine de l'animal. À savoir que malgré la différenciation probable de deux morphotypes chez Dimétrodon, construction légère et construction robuste, nous n'avons pour le moment pas de moyens précis pour sexer ces animaux. Le cas de la voile dorsale nous montre donc que les mécanismes évolutifs sont bien complexes et que le principe n'est pas d'adopter un caractère pour répondre à un besoin, mais bien semble-t-il de bénéficier d'un caractère qui entre de manière positive avec une nécessité, la reproduction, la manière de se nourrir, la possibilité de vivre dans un ou plusieurs environnements donnés, de pouvoir optimiser la manière dont on va pouvoir vivre en optimisant par là même ses dépenses énergétiques, etc., etc., etc. Aussi, il faudra bien différencier les termes adaptation et exaptation. Une adaptation est le développement d'un caractère doté d'une fonction particulière qui permet à l'organisme le possédant d'améliorer sa valeur sélective.
autrement appelé fitness en anglais. Une exaptation est le développement d'un caractère doté d'une fonction première qui, par la sélection naturelle, évolue au fil du temps pour jouer un tout nouveau rôle, contrairement à l'adaptation où la modification du phénotype, par exemple par le biais de mutations génétiques, est essentielle. L'exaptation n'amène aucun changement phénotypique. Bien souvent, la littérature parle de l'exaptation comme d'un phénomène secondaire à l'adaptation. Toutefois, une adaptation peut également se produire à la suite d'une exaptation. On dit alors qu'un caractère subit une exaptation primaire suivie d'une adaptation secondaire. Nous y reviendrons une prochaine fois un peu plus en détail. En ce cas, la voile chez les synapsides serait un cas d'adaptation, caractère sexuel secondaire, qui par sélection naturelle a évolué, notamment en augmentant de volume, pour jouer un nouveau rôle, la thermorégulation. L'évolution est formidable. Alors, pourrait-on s'imaginer un peu comment le dimétrodon draguait une dame de son espèce? Appelons notre mâle Dimitri. C'est la saison des amours et Dimitri est en grande recherche d'affection. Notre ami se balade et tombe alors sur la plus belle vision de sa vie. Une jolie femelle endormie sous un arbre dégageant tout un tas de phéromones hyper attrayants. Dimitri regarde aux alentours, pas de concurrence en vue. Il est le premier arrivé. Ni une ni deux, il n'a Dieu que pour elle et cherchant à attirer son attention, il donne de la voix. La femelle, Dimitria, c'est son petit nom, sort alors de ses rêveries, se demandant d'abord d'où vient tout ce raffut, avant qu'elle ne s'aperçoive non loin de ce beau mâle qui s'est paré de ses plus belles couleurs pour la séduire. Il est beau, grand, fort, bien nourri, il a toutes les chances de donner une descendance digne de ce nom. Elle est sous le charme, c'est le coup de foudre. Répondant à ses appels d'amour, la dame est conquise et ne perd pas un instant. Elle vient à sa rencontre. Ils vécurent heureux durant un court laps de temps et eurent beaucoup de petits dimétrodons. Voilà donc en résumé ce qu'on pouvait dire à propos de la voile et de son apparition et de ses différentes adaptations au sein des synapsides. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé du combat entre Protoceratops et Velociraptor. J'ai une petite information à vous donner à propos de Protoceratops. Je suppose que nombre d'entre vous ont vu la photo passer sur Twitter de ce spécimen de Protoceratops momifié. Revenons un petit peu dessus. Alors, il s'agit du spécimen Protoceratops andrewsi nommé AMNH 6418 qui avait des impressions possibles qui auraient été détruites. Il aurait été recueilli dans la localité de Baïnzak par la seconde expédition centrale d'Asie en 1923. Brown et Schlechter en 1940 ont décrit ce spécimen et y ont inclus des photographies. Ces photos montrent le crâne couvert de ce qui ressemble à de petites écailles et à des plis cutanés rappelant les momies des hadrosaures qu'on connaît tous très bien. Cependant, les deux paléontologues n'avaient consacré qu'un court paragraphe au tégument. Je vous le cite. Un seul spécimen présente une quelconque suggestion du tégument. Il s'agit d'un squelette presque complet qui a été retrouvé dans une position recroquevillée inhabituelle. Une couche de matrice mince, dure et ridée recouvre une partie considérable du crâne et des mâchoires. Les rides ont un aspect très semblable à la peau et sont surtout prédominantes sur le côté gauche de la tête au-dessus de l'orbite, au coin de la bouche, juste en face du jugal et sur le côté du volant et de l'ouverture temporale latérale. Autant qu'on puisse le déterminer, il n'y a aucune trace de structure cutanée. La forme superficielle de la peau d'origine, cependant, a sans aucun doute influencé la forme de la matrice lors de l'enterrement et par l'action chimique créée par sa décomposition. Cette couche mince de matrice entourant l'os s'est probablement considérablement indurée. Brown et Schlechter ont conclu qu'il s'agissait d'une couche incrustante de sédiments qui avait été influencée taphonomiquement par la carie cutanée. Il s'agit certainement d'une interprétation plausible, mais en raison du manque d'analyse approfondie,
approfondie, l'interprétation de l'impression cutanée est tout aussi plausible. Malheureusement, les photos récemment publiées ont confirmé que les impressions potentielles ont été préparées. Tout a été endommagé lors du processus de préparation. On se retrouve avec les photos originales pour spéculer. La peau conjonctive entre le jugal et le volant, les tissus nasaux et buccaux et même les paupières semblent être visibles malgré tout. Voilà, on en a fini pour le moment les égarés, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et le travail derrière. Merci à vous de votre intérêt, je repars à la recherche d'études. En attendant, likez, commentez, partagez, à bientôt!